Le coup de téléphone est arrivé un mercredi matin pluvieux alors que je préparais le petit déjeuner. Ma femme, Élodie, a saisi son portable avec ce geste théâtral qu'elle avait toujours, et je pouvais entendre la voix de sa tante résonner à travers le haut-parleur depuis l'autre bout de la cuisine. Sa grand-mère était décédée et lui avait tout légué, la totalité de son patrimoine. On parle ici d'une somme d'argent considérable, assez pour changer complètement la vie de quelqu'un. Au début, j'étais sincèrement heureux pour elle. Je veux dire, perdre un être cher n'est jamais facile, mais savoir que sa grand-mère voulait assurer son avenir semblait significatif. Je me suis approché et j'ai pressé son épaule pendant qu'elle était encore au téléphone, pensant que nous allions gérer cela ensemble, comme le font les couples mariés. Mais au moment où elle a raccroché, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Ce n'était pas du chagrin, ni de la gratitude, c'était tout autre chose. « Tu te rends compte » a-t-elle dit, mais son ton n'était pas excité. C'était presque calculateur. Toutes ces années où elle me disait d'être pragmatique, de garder les pieds sur terre. Il s'avère qu'elle attendait ça depuis toujours. J'ai hoché la tête, essayant encore de déchiffrer son humeur. « C'est incroyable, chérie. Elle devait vraiment t'aimer pour te tout laisser. » Elle m'a regardé alors, et pour la première fois de notre mariage, j'ai eu l'impression qu'elle me voyait différemment. Pas comme son mari, mais comme quoi? Un obstacle? Un fardeau? Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? A-t-elle continué en marchant vers la fenêtre pour regarder la pluie tomber. Je n'ai plus à m'inquiéter de rien. Plus de budget serré. Plus de compromis sur les choses que je veux. La façon dont elle a dit « compromis » m'a heurté. Nous n'étions pas riches, certes, mais nous étions à l'aise. Je travaillais des heures raisonnables dans un poste de chef de projet informatique qui payait les factures, couvrait notre crédit immobilier en banlieue lyonnaise et mettait de la nourriture sur la table. Nous prenions des vacances, allions au restaurant, vivions une vie normale de la classe moyenne. De quel compromis parlait-elle? Au cours des jours suivants, les appels téléphoniques avec les notaires et les conseillers financiers ont commencé. J'ai essayé d'être un soutien, j'ai même proposé de l'aider à organiser la paperasse, mais elle m'a repoussé d'un geste de la main. « Je peux gérer ça moi-même » a-t-elle dit. Ce n'est pas comme si c'était compliqué. Soit. C'était son héritage, l'argent de sa famille. Je respectais ça, mais ensuite les commentaires ont commencé, des petites choses au début. Elle regardait notre salon et faisait de petites observations. Ces meubles sont tellement basiques. Elle parcourait nos services de streaming et soupirait. On pourrait s'offrir tellement mieux maintenant. Comme si notre vie précédente était une sorte de peine de prison dont elle venait d'être libérée. Le véritable réveil a eu lieu environ 2 semaines plus tard. Nous dînions avec un autre couple, des amis que nous connaissions depuis des années. La conversation s'est naturellement tournée vers son héritage. C'est difficile de garder ce genre de nouvelles secrètes dans un petit cercle social. Ça doit être un tel soulagement, a dit notre ami à nous deux. La sécurité financière est un tel cadeau. Élodie a souri, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. Oh, ça change définitivement votre perspective sur les choses, sur les gens, a-t-elle dit en me regardant droit dans les yeux pour cette dernière partie. Qu'est-ce que tu veux dire, a demandé notre ami, sentant probablement la tension étrange que je ressentais. Eh bien, a dit ma femme, posant son verre de vin avec une précision délibérée. Quand tu n'as plus à dépendre du salaire de quelqu'un d'autre, tu commences à voir les relations plus clairement. Tu réalises ce qui était de la nécessité et ce qui était réellement un choix. J'ai senti mon estomac se nouer. La table est devenue silencieuse. Nécessité, ai-je demandé, gardant ma voix calme malgré la chaleur qui montait dans ma poitrine. Elle a haussé les épaules comme si elle discutait de la météo. Je veux dire, soyons honnêtes. Combien de décisions dans notre mariage ont été prises parce que nous devions tenir compte de ton salaire? Où nous vivions, ce que nous pouvions nous permettre, comment nous passions nos week-ends. Maintenant, je peux enfin faire des choix basés sur ce que je veux, pas sur ce qu'on peut gérer avec ta fiche de paie. Nos amis ont échangé des regards mal à l'aise. Je me suis excusé pour aller aux toilettes, principalement pour éviter de dire quelque chose que je regretterais en public. Quand je suis revenu, la conversation avait dérivé vers des sujets plus sûrs, mais le mal était fait. Ma femme avait essentiellement annoncé à nos amis que notre mariage entier n'avait été qu'un arrangement économique de sa part. Le trajet du retour s'est fait en silence. Cette nuit-là,
Allongé dans le lit, j'ai fixé le plafond et essayé de digérer ce qui venait de se passer. C'était la même femme qui me remerciait de faire des heures supplémentaires quand elle voulait quelque chose de spécial. La même personne qui disait se sentir en sécurité et aimée parce que je prenais soin de notre foyer. Maintenant, apparemment, tout cela n'était que nécessité. J'ai pensé aux premières années de notre mariage. À quel point elle semblait fière quand j'avais obtenu ma promotion. Comment elle se vantait auprès de ses amis de mon éthique de travail. Comment elle disait avoir de la chance d'avoir un mari responsable et fiable. Nécessité. C'est tout ce que cela avait été pour elle. L'argent de l'héritage est arrivé sur son compte 3 semaines plus tard. Le jour même, elle est allée faire du shopping, pas les courses au supermarché, pas des achats pratiques, elle est rentrée avec des sacs de boutique de l'avenue Montaigne où je ne l'avais jamais vue entrer auparavant. Des vêtements de créateur avec les étiquettes encore attachées qui m'ont fait pleurer les yeux. Ne me regarde pas comme ça, a-t-elle dit, remarquant mon expression. Je peux me le permettre maintenant. Je ne te regarde pas d'une façon particulière, ai-je répondu. Je suis juste curieux de cette frénésie soudaine d'achat. Elle a ri, mais ce n'était pas son rire normal. C'était plus tranchant, plus dédaigneux. Je voulais ces choses depuis des années. Je ne pouvais juste pas justifier de dépenser ton argent pour ça. Ton argent. Pas notre argent, pas l'argent de la famille. Mon argent. Ce soir-là, elle a défilé avec ses nouvelles tenues comme si nous étions à nouveau des adolescents. Mais quand elle me regardait dans le miroir, je pouvais le voir dans ses yeux. Elle ne paradait pas pour moi. Elle paradait malgré moi. Comme si elle prouvait un point sur ce qu'elle pouvait faire maintenant qu'elle était libérée des contraintes de mon revenu modeste. « Qu'est-ce que tu en penses ?» a-t-elle demandé, tournoyant dans une robe qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en une semaine. « Tu es magnifique, ai-je dit, parce qu'elle l'était. Mais tu es toujours magnifique. » Son sourire s'est légèrement effacé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je savais exactement ce qu'elle voulait dire. Elle voulait que je reconnaisse son indépendance financière. Elle voulait que je reconnaisse qu'elle n'avait plus besoin de moi. Elle voulait que je comprenne que la dynamique de pouvoir dans notre mariage avait fondamentalement changé, et je comprenais. Je comprenais parfaitement. La question était de savoir ce que j'allais faire à ce sujet. La transformation s'est produite plus vite que je ne le pensais possible. Moins d'un mois après avoir reçu l'argent, Élodie est devenue quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle a échangé sa fiable Renault contre une toute nouvelle Mercedes. Pas une berline pratique, mais un cabriolet sportif qui coûtait plus que le salaire annuel de la plupart des gens. Quand j'ai demandé si elle avait pensé aux coûts d'assurance, elle a juste ri. Les coûts d'assurance, a-t-elle répété comme si je lui avais demandé le prix de l'air. C'est le genre de réflexion que je n'ai plus à avoir. La maison a ensuite subi un relooking complet. Architecte d'intérieur, meubles sur mesure, œuvres d'art livrées avec certificat d'authenticité. Je rentrais du travail pour trouver des inconnus réarrangeant tout notre espace de vie tandis que ma femme supervisait avec un verre de vin à la main. « Tu n'adores pas ?» demandait-elle, montrant une peinture abstraite qui ressemblait à un éternuement sur une toile. C'est tellement plus sophistiqué que ce qu'on avait avant. Ce qu'on avait avant, c'était des meubles que nous avions choisis ensemble, des photos de nos voyages, des livres que nous avions tous les deux lus, notre vie, fondamentalement. Maintenant, cela ressemblait à une double page de magazine pour des gens qui avaient plus d'argent que de personnalité. Mais le pire n'était pas les dépenses. C'était la façon dont elle commençait à me traiter. Elle avait pris l'habitude d'organiser ses dîners élaborés, invitant des gens que nous connaissions à peine juste parce qu'ils évoluaient dans les bons cercles sociaux. Je rentrais du travail pour trouver des traiteurs dans notre cuisine, et ma femme habillée comme si elle assistait à un gala. « Oh, te voilà » disait-elle quand j'entrais, mais son-on suggérait que je dérangeais plutôt que de rentrer chez moi. « Tu devrais peut-être te doucher et te changer. Les gens vont bientôt arriver. » Les gens. Pas des amis, pas nos amis. Des gens qui comptaient maintenant qu'elle avait de l'argent. Pendant ces fêtes, elle avait une façon de me présenter qui me donnait la chair de poule. « Voici mon mari. Il travaille dans... » Comment on appelle ça déjà? La gestion de système. Comme si mon travail était un passe-temps pittoresque qu'elle ne pouvait pas tout à fait comprendre. Un soir, un type en costume coûteux a demandé ce que je faisais. Avant que je puisse répondre, ma femme est intervenue. « Oh,
il a un de ses emplois stables et fiables. Très pratique, a-t-elle dit. Pratique, de la même manière que d'autres personnes pourraient dire contagieux. L'homme a hoché la tête poliment, puis a immédiatement ramené la conversation sur la nouvelle collection d'art de ma femme. Je me suis excusé tôt ce soir-là, prétextant avoir du travail le lendemain matin. Ma femme n'a même pas levé les yeux de sa conversation sur les vernissages de galeries et les ventes aux enchères caritatives. C'est devenu le schéma habituel. Elle planifiait ses événements sociaux sans me consulter, puis agissait comme si j'étais le problème quand je ne participais pas avec enthousiasme aux conversations sur les clubs nautiques et les dégustations de grands crus. « Tu es asocial ?» m'a-t-elle dit après une soirée particulièrement gênante. Ces gens pourraient être de bonnes connexions pour nous. Des connexions pourquoi, ai-je demandé. J'ai un travail. Nous avons des amis. Pourquoi exactement avons-nous besoin de connexions? Elle m'a regardé comme si je venais de demander pourquoi nous avions besoin de l'eau courante. Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? C'est notre chance de monter en grade, d'être entouré de gens qui ont réussi au lieu d'eux. Elle a fait un geste vague en direction du quartier de nos vieux amis. Au lieu de quoi? Au lieu de se contenter de la médiocrité. Médiocre. C'est ce que notre vie avait été pour elle. Médiocre. La goutte d'eau a fait déborder le vase un samedi matin de fin novembre. Je faisais du café, attendant avec impatience un week-end tranquille, quand elle est entrée dans la cuisine, déjà habillée comme si elle allait quelque part d'important. Je déjeune avec des femmes du cercle privé, a-t-elle annoncé, vérifiant son reflet dans l'écran de son téléphone. Elle discute des postes au conseil d'administration de l'association caritative. Ça a l'air sympa, ai-je dit. Bien que je ne puisse m'empêcher de me demander quand elle avait rejoint un cercle privé. Oui, eh bien, ce sont le genre de personnes qui peuvent ouvrir des portes. De vraies portes, pas le genre. Elle s'est tue, me regardant faire du café dans mes vêtements du week-end. Pas le genre de vie où le café du samedi matin à la maison est le point culminant de la semaine. J'ai posé ma tasse avec précaution. Qu'est-ce qui ne va pas avec le café du samedi matin à la maison? Elle a soupiré. Le genre de soupir exagéré qui suggérait que je faisais l'exprès d'être obtus. Il n'y a rien de mal à ça. Si tu te contentes de petites choses. Si tu ne veux pas plus de la vie. Je pensais que tu étais heureuse, ai-je dit doucement. Je le pensais aussi, a-t-elle répondu. Mais c'était avant que je réalise à quoi ressemble vraiment le bonheur. Elle a saisi son sac à main, vérifié son apparence une dernière fois, puis s'est arrêtée à la porte de la cuisine. Tu sais ce que j'ai réalisé hier, a-t-elle dit, ne posant pas vraiment la question. J'ai passé des années à prendre des décisions basées sur ce que nous pouvions nous permettre ensemble, où nous pouvions aller en vacances, quel type de voiture nous pouvions gérer, si nous pouvions nous permettre d'aller au restaurant un soir de semaine. J'ai fait des compromis constamment. Nous avons tous les deux fait des compromis, ai-je souligné. C'est ce que font les couples mariés. Elle a secoué la tête. Non, j'ai fait des compromis. Toi, tu as juste vécu selon tes moyens. Il y a une différence. Après son départ, je me suis assis dans notre cuisine. Sa cuisine, apparemment, et j'ai essayé de comprendre comment nous en étions arrivés là. C'était la même femme qui avait l'habitude de me surprendre avec des dîners faits maison juste pour le plaisir. La même personne qui disait que ses moments préférés étaient les dimanches matins calmes quand nous n'avions nulle part où aller. Maintenant, ces moments étaient la preuve d'une petite vie médiocre qu'elle avait dépassée. La conversation que je redoutais a eu lieu le mardi suivant. Elle m'attendait quand je suis rentré du travail, assise dans le salon avec un verre de vin et une chemise cartonnée sur la table basse. « Il faut qu'on parle », a-t-elle dit. Je savais immédiatement ce qu'il y avait dans cette chemise. J'ai beaucoup réfléchi à nous ces derniers temps, a-t-elle continué, sa voix stable et professionnelle, à ce que nous voulons tous les deux de la vie, et je pense que nous voulons des choses très différentes maintenant. Je ne me suis pas assis. Je suis juste resté là à attendre qu'elle dise ce que nous savions tous les deux qui allait arriver. Je pense que nous devrions divorcer. Les mots ont flotté dans l'air entre nous. Je n'étais pas surpris exactement, mais les entendre à voix haute m'a quand même fait l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Je vois, ai-je dit finalement. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Je pense qu'elle s'attendait à ce que je discute, que je me batte pour notre mariage, que je promette de changer ou de lui donner tout ce qu'elle pensait avoir besoin. J'ai déjà parlé à un avocat, a-t-elle continué,
ouvrant le dossier et sortant des documents officiels. Je veux que ce soit juste et propre. Pas de drame. Juste, comme s'il y avait une façon juste de mettre fin à un mariage parce qu'une personne avait décidé que l'autre n'était plus assez bien. Les papiers sont tous là, a-t-elle dit, glissant le dossier sur la table basse vers moi. Mon avocat a dit que tu devrais probablement prendre ton propre avocat pour tout examiner, mais honnêtement, c'est assez simple. J'ai pris le dossier et feuilleté les pages. Dissolution du mariage, partage des biens, tout très propre et officiel. Je garde la maison, a-t-elle dit d'un ton factuel. Évidemment. Et mon héritage est un bien propre, donc ça ne fait pas partie du règlement, mais tu auras ta juste part de tout le reste. Ta juste part. Comme si elle me faisait une faveur. J'ai regardé les lignes de signature au bas de la dernière page. Sa signature était déjà là, confiante et décisive. Des questions, a-t-elle demandé. J'avais 1 million de questions. Je voulais demander quand exactement j'étais devenu un poids mort dans sa vie. Je voulais demander si une partie de notre mariage avait été réelle pour elle ou si tout n'avait été que nécessité économique. Je voulais demander si elle m'avait jamais aimé ou si elle avait juste aimé la sécurité que je procurais. Au lieu de cela, j'ai pris le stylo qu'elle avait laissé sur la table. Pas de questions, ai-je dit. J'ai signé les papiers sans les lire en détail. J'ai signé sans appeler d'avocat. J'ai signé sans négocier ni discuter ni essayer de la faire changer d'avis. Ses yeux se sont légèrement écarquillés alors que je finissais de signer. Je pense que mon acceptation calme l'a déstabilisée. C'est tout, a-t-elle demandé. C'est tout, ai-je confirmé, glissant le dossier vers elle. J'ai marché vers la porte d'entrée, saisi ma veste et me suis dirigé vers ma voiture. Où vas-tu, a-t-elle crié derrière moi. Dehors, ai-je dit sans me retourner. Alors que je m'éloignais, je pouvais la voir dans le rétroviseur, debout dans l'encadrement de la porte de notre maison, me regardant partir. Elle semblait confuse, comme si elle s'était attendue à une réaction différente. Mais quelle réaction voulait-elle? Des larmes, des supplications, des promesses de devenir le genre d'homme que son nouvel argent exigeait? J'avais fini d'être la nécessité de quelqu'un, et j'avais définitivement fini d'être la déception de quelqu'un. Je ne suis pas retourné à la maison ce soir-là, ni la nuit suivante, ni celle d'après. Je me suis installé dans un hôtel correct en centre-ville et j'ai commencé à passer des coups de fil, pas à des avocats ou des amis ou des membres de la famille qui pourraient essayer de me dissuader de ce que je planifiais. J'ai appelé une entreprise spécialisée dans les relocalisations professionnelles. À quelle vitesse pouvez-vous organiser un transfert vers une autre région, ai-je demandé au représentant. Ça dépend de l'entreprise et du poste, a-t-elle répondu. Quelle est votre échéance? 2 semaines. Elle a fait une pause. C'est ambitieux mais pas impossible. Dans quel domaine êtes-vous? En 3 jours, j'avais des entretiens prévus à Nantes, Bordeaux et Toulouse. En 1 semaine, j'avais une offre d'emploi à Nantes qui payait 15% de plus que ce que je gagnais. L'entreprise avait besoin de quelqu'un pour commencer immédiatement et ils étaient prêts à couvrir les frais de déménagement. Parfait. Je suis retourné à la maison exactement une fois, un jeudi après-midi où je savais que ma future ex-femme serait à son rendez-vous hebdomadaire au spa. L'endroit semblait déjà différent. Plus d'œuvres d'art, des dispositions de meubles différentes, des fleurs fraîches et des vases coûteux. Elle effaçait déjà notre vie commune et la remplaçait par sa vision de la sophistication. J'ai fait mes bagages méthodiquement. Vêtements, documents personnels, quelques livres qui comptaient pour moi. J'ai laissé derrière moi tout ce que nous avions acheté ensemble, tout ce qui pouvait me rappeler qui j'étais quand je pensais construire une vie avec quelqu'un qui m'estimait. Les photos de mariage sont restées sur la cheminée. Nos meubles sont restés où ils étaient. Même mes outils dans le garage sont restés là. Je ne voulais rien de cette vie à part ma liberté. Je n'ai laissé aucun mot, aucune adresse de réexpédition, aucune explication. J'ai laissé mon alliance sur le comptoir de la cuisine à côté de sa machine à café où elle serait sûre de la trouver. Le déménagement à Nantes s'est passé plus vite que je ne le pensais possible. L'entreprise de relocalisation a tout géré. 2 semaines après avoir signé ses papiers de divorce, je me tenais dans un appartement vide à 800 km de là, regardant le camion de déménagement disparaître au bout de la rue. Ma nouvelle vie a commencé immédiatement. Pas de période de transition, pas de regard en arrière, pas de doute. Je me suis jeté dans mon nouveau travail, j'ai appris les noms de mes collègues,
j'ai trouvé une salle de sport correcte, j'ai découvert quelle boulangerie faisait les meilleurs sandwichs. J'ai changé mon numéro de téléphone le jour de mon arrivée. Nouvelle région, nouveau numéro, nouvel opérateur. J'ai fermé mes anciens comptes de réseaux sociaux et en ai ouvert de nouveaux sous un nom légèrement différent. Je ne me cachais pas exactement, mais je ne me rendais pas facile à trouver non plus. Pendant ce temps, selon un ami commun qui a appelé mon ancien numéro et a eu un message de ligne coupée, mon ex-femme prévoyait une fête. Elle organise une soirée ce week-end, m'a dit l'ami quand il a finalement trouvé mon numéro professionnel. Elle appelle ça la fête du nouveau chapitre. Apparemment, elle invite tout le monde qu'on connaît. Une fête? Elle organisait une fête pour célébrer s'être débarrassée de moi. Est-ce que tu vas bien? A demandé l'ami. Toute cette situation est juste bizarre. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Je vais bien, lui ai-je dit. Mieux que bien, en fait. Et je l'étais. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer correctement. La fête, d'après ce que j'ai entendu plus tard, était tout ce qu'on pouvait attendre de quelqu'un avec trop d'argent et trop peu de classe. Traiteur, open bar, DJ professionnel. Elle avait apparemment dit à tout le monde qu'elle était enfin libre de vivre la vie qu'elle avait toujours voulu. Selon un autre ami qui y a assisté et m'a appelé après, elle n'arrêtait pas de vérifier son téléphone tout au long de la soirée, regardant vers la porte chaque fois que quelqu'un arrivait, faisant des commentaires sur la façon dont certaines personnes ne peuvent pas gérer le changement. Et comment certaines personnes préfèrent bouder plutôt que d'affronter la réalité. Elle attendait que je me montre, attendait que je fasse une scène, que je la supplie de reconsidérer, que je prouve que je ne pouvais pas gérer la vie sans elle. Mais j'étais à 2 régions de là, assemblant des meubles dans mon nouvel appartement et recherchant de bons sentiers de randonnée dans la région. Les appels sur mon ancien numéro ont commencé ce dimanche-là. Selon l'ami qui a fini par me raconter ça, mon ex-femme a passé la journée entière à essayer de me joindre. Elle a appelé à plusieurs reprises, laissé des messages vocaux qui commençaient par être en colère, et devenaient progressivement plus confus. « Où est-ce que tu es, bordel ?» était apparemment le début du premier message. Au 10e message, elle demandait à des amis s'ils avaient eu de mes nouvelles. Au 20e, elle conduisait vers des endroits où elle pensait que je pourrais être, mon ancienne salle de sport, le café où nous allions, même mon ancien lieu de travail où elle a appris que j'avais déjà démissionné et vidé mon bureau. Il lui a fallu 3 jours pour réaliser que j'étais vraiment parti. Pas caché chez un ami. Pas dans un hôtel pour marquer le coup. Parti. Le détective privé qu'elle a engagé, oh oui, elle a vraiment engagé un détective privé après 2 semaines sans pouvoir me localiser et lui a dit plus tard que j'avais bien couvert mes traces. Nouveau travail, nouvelle adresse, nouveau numéro de téléphone, tout nouveau. Une disparition de niveau professionnel. Mais c'était bien plus tard. Dans ces premiers mois, je me suis concentré sur la construction de quelque chose d'entièrement nouveau. J'ai rejoint un groupe de randonnée et passé les week-ends à explorer les sentiers le long de la Loire. J'ai pris un cours de cuisine et appris à faire des plats qui ne venaient pas d'une boîte ou d'un restaurant. J'ai recommencé à lire des livres, chose que j'avais en quelque sorte arrêté de faire durant les dernières années de mon mariage. J'ai acheté des meubles que j'aimais vraiment, pas des meubles qui avaient l'air chers ou sophistiqués. Des fauteuils confortables, un bon matelas, une table de cuisine où je pouvais m'asseoir et prendre mon petit déjeuner en regardant les arbres dans la cour de ma résidence. Plus important encore, j'ai arrêté de regarder par-dessus mon épaule, arrêté de me demander ce qu'elle faisait, pensait ou planifiait. Arrêté de me soucier de si je lui manquais ou si elle regrettait sa décision. J'ai découvert plus tard qu'elle s'était attendue à ce que je revienne en rampant dans le mois. Elle avait dit à plusieurs personnes que je faisais juste mon intéressant et que je réaliserais que je ne pouvais pas m'en sortir sans elle une fois que la réalité de vivre seul s'installerait. Elle a gardé la maison exactement comme elle était pendant les 6 premiers mois après mon départ. Apparemment convaincue que je reviendrais m'excuser pour quel que soit le caprice qu'elle pensait que je faisais. Mais je ne faisais pas un caprice. Je ne faisais pas une déclaration ni n'essayais de lui donner une leçon. J'avais juste fini. Fini d'être le plan B de quelqu'un. Fini d'être le choix pratique pour lequel quelqu'un s'était contenté. Fini de faire partie d'une vie que quelqu'un d'autre considérait comme médiocre. Lors de mon premier hiver à Nantes, j'avais établi des routines qui n'avaient rien à voir avec mon ancienne vie. Je m'étais fait de nouveaux amis qui me connaissaient tel que j'étais maintenant, pas comme la moitié d'un couple qui s'était effondré. J'avais appris à apprécier à nouveau les samedis matins calmes,
mais cette fois-ci ils étaient les miens par choix, pas parce que je ne pouvais rien me permettre de mieux. Je construisais le genre de vie qui m'appartenait complètement. Et pour la première fois depuis aussi longtemps que je m'en souvienne, cela semblait suffisant. 3 ans après le début de ma nouvelle vie à Nantes, j'ai reçu un appel inattendu de notre ancien voisin. Nous avions été amicaux, mais pas proches, donc avoir de ces nouvelles était surprenant. « J'espère que ça ne te dérange pas que je t'appelle », a-t-il dit après que nous ayons échangé les banalités d'usage. « J'ai eu ton numéro par l'annuaire de ton ancienne entreprise. Je voulais te demander quelque chose, mais je n'étais pas sûr si c'était approprié. »« Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je demandé, sincèrement curieux. « C'est à propos de ton ex-femme », a-t-il dit prudemment. « Je ne sais pas si vous êtes restés en contact ou si tu veux même savoir, mais les choses sont devenues assez difficiles pour elle ces derniers temps. » Je n'étais pas sûr de comment répondre à ça. Une partie de moi était curieuse, mais une plus grande partie de moi avait travaillé dur pour ne plus me soucier de sa vie du tout. Difficile comment, me suis-je entendu demander malgré mon meilleur jugement. Eh bien, la banque a saisi la maison le mois dernier et je crois qu'elle est retournée vivre chez ses parents temporairement. Cela m'a pris au dépourvu. La maison était payée quand nous avons divorcé. Comment paie-t-on une maison qui n'a pas de crédit? Elle a hypothéqué la maison il y a environ 18 mois, a-t-il continué, lisant apparemment ma confusion dans mon silence, un gros prêt. Puis elle n'a pas pu faire les paiements. Au cours des 20 minutes suivantes, il m'a mis au courant de ce qui s'était passé dans la vie que j'avais laissée derrière moi. Le tableau qu'il a peint était à la fois choquant et, si je suis honnête, prévisible. Les dépenses avaient continué après mon départ, mais elles avaient escaladé de façon spectaculaire. Les vêtements de créateur sont devenus tout de créateur. La BMW a été échangée pour une Mercedes, puis pour une Porsche. Elle avait fait des voyages, acheté des bijoux qui coûtaient plus que les voitures de la plupart des gens, rénové la maison 2 fois en 2 ans. Elle organisait des fêtes toutes les quelques semaines. Le voisin m'a parlé de grandes affaires coûteuses, traiteurs, décorations, la totale. Je pense qu'elle essayait de s'établir dans un certain cercle social, mais ça lui coûtait une fortune. Et l'hypothèque sur la maison, c'est arrivé quand l'argent de l'héritage a commencé à s'épuiser. Je pense qu'elle pensait que c'était juste une mesure temporaire, un moyen de maintenir son train de vie pendant qu'elle trouvait sa prochaine étape. Mais les mensualités étaient brutales et elle n'avait pas de revenus stables. Pas de revenus stables parce que pourquoi quelqu'un avec de l'argent illimité aurait-il besoin de travailler? Elle a essayé de trouver un emploi il y a environ 6 mois, a-t-il continué. Mais elle était hors du marché du travail depuis si longtemps et ses attentes étaient irréalistes. Elle voulait des postes de direction sans expérience récente. Quand ça n'a pas marché, elle a essayé de lancer une sorte d'entreprise de consulting, mais ça n'a jamais décollé. Les mathématiques étaient brutales, mais simples. L'argent d'un héritage, aussi substantiel soit-il, a des limites, surtout quand on dépense comme si c'était illimité et qu'on n'a aucun revenu pour le reconstituer. La vente de la maison n'a même pas couvert ce qu'elle devait. Le voisin a dit que le prêt, plus toutes les cartes de crédit qu'elle avait plafonnées pour rénover et redécorer, l'avait laissé sans rien. Rien. La femme qui avait qualifié notre vie confortable de classe moyenne de médiocre recommençait maintenant avec moins que ce que nous avions quand nous nous étions mariés. Je ne devrais probablement pas te dire ça, a admis le voisin. Mais elle a demandé aux gens de tes nouvelles, où tu es allé, si quelqu'un a tes coordonnées. Je pense que la réalité de sa situation la frappe assez fort. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma cuisine à Nantes pour traiter cette information. Je n'ai rien ressenti. Pas de satisfaction, pas de pitié, pas de revanche, juste rien. J'avais construit une belle vie ici. J'avais été promu 2 fois à mon nouveau travail et je gagnais plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé. J'avais acheté une petite maison de campagne à environ 1 heure au nord de la ville où je passais les week-ends à faire de la randonnée, à lire et à profiter du genre de calme qui était autrefois considéré comme médiocre. Plus important encore, j'avais recommencé à fréquenter quelqu'un. Rien de sérieux encore, mais j'avais rencontré quelques femmes qui semblaient apprécier la vie que j'avais construite plutôt que de la voir comme quelque chose à améliorer ou à fuir. L'appel du voisin m'a rappelé quelque chose que j'avais presque oublié, combien d'énergie je dépensais autrefois à essayer d'être assez pour quelqu'un qui fondamentalement ne pensait pas que j'étais assez. 2 mois plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était d'un vieil ami, quelqu'un que je connaissais depuis l'université. « Mec, ça va te paraître dingue,
mais je crois que ton ex-femme a essayé de me contacter sur Facebook. Il a dit, elle m'a envoyé un message demandant si je savais comment te joindre. Elle a dit que c'était important. Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien. Je n'ai pas répondu, mais le message était intense. Elle a dit qu'elle avait besoin de te parler de quelque chose d'urgent, qu'elle avait fait des erreurs et voulait arranger les choses. Très dramatique, important, urgent, des erreurs. Elle voulait arranger les choses. Elle a aussi mentionné qu'elle essayait d'appeler ton ancien numéro et qu'il était coupé. Il a continué, je pense qu'elle essaie de te joindre depuis un moment. Cette nuit-là, je me suis surpris à penser à la femme que j'avais épousée par opposition à la femme qui m'avait tendu les papiers du divorce parce que je n'étais pas assez sophistiqué pour son nouveau style de vie. Je me demandais laquelle des versions était réelle ou si elles l'étaient toutes les deux. Mais se poser la question ne changeait rien. J'avais fait mon choix quand j'avais signé ces papiers et disparu. J'avais choisi de recommencer complètement plutôt que de me battre pour quelqu'un qui avait déjà décidé que je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. 6 mois plus tard, les appels et les messages Facebook ont apparemment escaladé. Des amis ont commencé à me contacter plus fréquemment, tous avec des variations de la même histoire. Mon ex-femme me cherchait activement, demandant des informations à des connaissances mutuelles, contactant même des gens qu'elle connaissait à peine si elle pensait qu'ils pouvaient avoir un lien avec moi. Elle a l'air désespérée, m'a dit un ami. Pas juste financièrement, cependant. Je pense que ça en fait partie. Plus comme émotionnellement désespérée. Comme si elle réalisait enfin ce qu'elle a abandonné. Ce qu'elle a abandonné. Façon intéressante de le formuler. D'après ce que j'ai compris à travers ses rapports de seconde main, elle avait passé la majeure partie de 2 ans à essayer de maintenir le style de vie qu'elle pensait mériter, brûlant argent et relations à un rythme alarmant. Les amis du club privé avaient disparu quand l'argent s'était tari. Le cercle social sophistiqué était passé à quelqu'un d'autre avec des poches plus profondes. Elle était seule, fauchée, et commençait apparemment à comprendre que la sécurité financière et la connexion humaine ne sont pas la même chose. Mais c'était sa leçon à apprendre, pas la mienne à enseigner. J'avais déjà appris la mienne, que parfois la chose la plus aimante qu'on puisse faire pour soi-même est de s'éloigner de quelqu'un qui ne valorise pas ce qu'on apporte à sa vie. Et je l'avais assez bien appris pour que même entendre parler de son désespoir ne me donne pas envie de la sauver des conséquences de ses propres choix. Certaines personnes passent des années à essayer de se trouver. Je m'étais trouvé en perdant quelqu'un qui n'avait jamais vraiment voulu me trouver en premier lieu. 5 ans après avoir signé ces papiers de divorce, je vivais le genre de vie que je n'avais jamais imaginé possible. J'avais fini de payer mon appartement en avance. J'avais été promu à la direction supérieure et j'étais dans une relation solide avec quelqu'un qui appréciait les samedis matins calmes autant que moi. Puis mon téléphone professionnel a sonné un mardi après-midi. « C'est bien vous ?» a demandé une voix inconnue. Je veux dire, êtes-vous celui qui vivait près de Lyon? La voix appartenait à un détective privé nommé Monsieur Dubois. Professionnel, direct, pas de bavardage. Ça dépend de qui demande, ai-je répondu. Votre ex-femme m'a engagé pour vous trouver. Elle essaie de vous localiser depuis environ 2 ans maintenant. Elle dit qu'elle a quelque chose d'important à discuter. 2 ans. Elle me cherchait activement depuis 2 ans. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle a trouvé 300 appels manqués sur votre ancien numéro de téléphone, a continué Dubois. L'opérateur a gardé des enregistrements même après que la ligne a été coupée. Donc elle appelle ce numéro régulièrement depuis 5 ans. 300 appels. Sur 5 ans. C'était plus d'un appel par semaine à un numéro qui était mort depuis le jour où j'étais parti. Elle veut vous voir, a-t-il dit. Elle dit qu'elle voyagera où que vous soyez. L'argent n'est pas un problème pour le voyage, bien que d'après ce que je peux voir, l'argent est définitivement un problème pour tout le reste. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Elle est fauchée, a-t-il dit sans détour. Elle vit chez ses parents, travaille comme vendeuse dans un grand magasin. Le cousin qui m'a engagé paie mes honoraires parce qu'elle ne peut pas se les permettre elle-même. C'est quelqu'un qui est passé de riche à complètement à sec en un temps record. Et maintenant elle veut parler. Maintenant elle veut parler, ai-je confirmé. Elle m'a fait un long discours sur les erreurs et les regrets et comment elle a appris ce qui compte vraiment dans la vie. Le truc standard, mais elle semblait sincère. J'ai dit à Dubois que j'y réfléchirais et le rappellerais. Mais je n'avais pas besoin d'y réfléchir. J'en avais fini avec ce chapitre de ma vie depuis 5 ans. Quoi qu'elle ait besoin de dire,
quelle que soit la fermeture qu'elle cherchait, ce n'était pas ma responsabilité de la fournir. Je l'ai rappelé ce soir-là et lui ai dit que je n'étais pas intéressé par une rencontre. Elle s'attendait un peu à cette réponse. Il a dit, elle m'a demandé de vous dire qu'elle comprend si vous ne voulez pas la voir, mais elle sera à Nantes ce week-end de toute façon. Elle dit qu'elle attendra à ce café près de la place Royale où vous avez apparemment l'habitude d'aller. Elle semble en savoir beaucoup sur vos routines actuelles. Beaucoup sur mes routines actuelles. C'était troublant. Combien en sait-elle sur ma vie ici, ai-je demandé. Assez pour être inquiétant, a admis Dubois. Elle sait où vous travaillez, où vous vivez, à quelle salle de sport vous allez. Elle a fait des recherches sur vous pendant des mois avant de m'engager. J'ai juste rendu la chose officielle. Super. Mon ex-femme me traquait à 800 km de distance. Écoutez, a continué Dubois, je fais ce métier depuis 15 ans. Je peux généralement dire quand quelqu'un a vraiment des remords ou est juste désespéré. Cette femme est les deux, mais le remords semble réel. Elle ne demande pas d'argent et n'essaie pas de se remettre ensemble. Elle veut juste s'excuser et s'expliquer. Et si je ne me montre pas, alors elle rentre chez elle et vous n'entendrez plus jamais parler d'elle. C'est ce qu'elle a promis en tout cas. Vendredi après-midi, je me suis retrouvé à passer devant ce café près de la place Royale. Pas parce que je prévoyais de la rencontrer, mais parce que j'étais curieux. Après 5 ans de silence complet, je voulais voir à quoi ressemblait le désespoir sur quelqu'un qui avait l'habitude de tout avoir. Elle était là, assise à une table dans un coin, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée qui m'avait jeté pour ne pas être assez bien pour son nouveau style de vie. Elle avait l'air fatiguée, vieillie. Ses vêtements étaient propres mais manifestement bon marché. Ses cheveux étaient tirés en une simple queue de cheval au lieu du style élaboré qu'elle favorisait pendant sa phase de richesse. Elle vérifiait son téléphone constamment, regardant vers la porte toutes les quelques secondes. Je l'ai observée pendant environ 10 minutes depuis l'autre côté de la rue. Une partie de moi avait pitié d'elle. La plus grande partie se souvenait de ce que ça faisait d'être traité de médiocre par quelqu'un qui avait promis de m'aimer pour toujours. Je ne suis pas entré dans le café. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi retrouver ma compagne qui préparait le dîner et voulait entendre parler de ma journée. Mais la voir là, attendant désespérément une conversation que je n'avais aucune intention d'avoir, m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la façon dont les 5 dernières années l'avaient traité. Et cela m'en a dit encore plus sur la façon dont elle m'avait bien traité. Le samedi matin est arrivé avec un coup inattendu à ma porte d'entrée. Je faisais du café, profitant du début paisible de mon week-end quand la sonnette a retenti. À travers le Judas, je l'ai vue. Elle avait l'air pire de près qu'elle ne l'avait semblé de l'autre côté de la rue au café. La confiance et l'arrogance qui l'avaient définie pendant notre divorce avaient complètement disparu, remplacées par quelque chose qui ressemblait à un véritable désespoir. J'ai ouvert la porte, mais ne l'ai pas invitée à entrer. « Salut », a-t-elle dit doucement. « Je sais que tu ne voulais pas qu'on se voie, mais je devais essayer une dernière fois. »« Comment as-tu eu mon adresse ?» ai-je demandé. Le détective. « Je suis désolé de débarquer comme ça, mais j'essaie de te joindre depuis 5 ans. 5 ans à penser à ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, à quel point j'ai tout gâché. » Elle a regardé derrière moi dans ma maison, absorbant ce qu'elle pouvait voir de la vie que j'avais construite sans elle. « Tu as l'air bien », a-t-elle continué. « Heureux. »« Je suis contente. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu qu'elle dise ce qu'elle avait parcouru 800 km pour dire. « Je sais que tu ne me dois rien », a-t-elle dit, sa voix commençant à se briser. « Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. Je suis tellement incroyablement désolé pour la façon dont je t'ai traité, pour les choses que j'ai dites, pour avoir jeté la meilleure chose de ma vie. Parce que j'étais trop stupide pour voir ce que j'avais. »« D'accord », ai-je dit simplement. Elle a semblé surprise par ma réponse calme. Je pense qu'elle s'attendait à de la colère ou de l'émotion ou une sorte de réaction dramatique. « J'ai tout perdu », a-t-elle continué. « L'argent, la maison, tous ces amis qui ne s'intéressaient qu'à ce que je pouvais dépenser pour eux. Je travaille dans le commerce maintenant, je vis chez mes parents. Et je passe chaque jour à penser à quel point les choses auraient pu être différentes si je n'avais pas été aussi égoïste et aveugle. Je suis désolé que ça te soit arrivé, ai-je dit, et je le pensais. Mais je ne suis pas sûr de ce que tu veux que je dise. Je veux que tu saches que je t'aime, a-t-elle dit,
les mots sortant précipitamment comme si elle les avait retenus pendant des années. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je me suis juste laissé emporter par l'argent et le style de vie et l'idée que je méritais quelque chose de mieux alors que ce que j'avais était déjà parfait. C'était le moment vers lequel elle avait tendu. Le grand geste, la confession sincère, la supplique pour le pardon et la réconciliation. J'apprécie que tu me dises ça, ai-je dit, mais ça ne change rien. Son visage s'est décomposé. S'il te plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais est-ce qu'on pourrait essayer à nouveau? Est-ce qu'on pourrait recommencer? Je suis différente maintenant. Je comprends ce qui compte vraiment. Tu es différente parce que tu es obligée de l'être, ai-je répondu. Parce que l'argent a disparu et que le style de vie n'était pas durable. Ce n'est pas la même chose que de changer réellement. Ce n'est pas juste, a-t-elle protesté. J'ai appris de mes erreurs. J'ai grandi en tant que personne. Peut-être que oui, ai-je dit. Mais j'ai grandi aussi. Et la personne que je suis maintenant n'a pas de place pour quelqu'un qui m'a traité comme tu l'as fait. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là. Pas les larmes dramatiques de quelqu'un essayant de manipuler une situation, mais les sanglots calmes et brisés de quelqu'un qui était finalement à court d'options. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle chuchoté. Je sais que j'ai dit des choses terribles et que je t'ai fait sentir que tu n'étais pas assez. Mais tu étais assez. Tu étais tout. Et j'ai tout jeté pour rien. Tu as tout jeté parce qu'à l'époque tu croyais sincèrement que je n'étais pas assez, les jeux corrigés. Tu n'as pas fait une erreur dans le feu de l'action. Tu as pris une décision calculée basée sur ce que tu pensais que ta vie devait être. Elle a levé les yeux vers moi, le maquillage coulant sur ses joues. Alors, il n'y a rien que je puisse dire, rien que je puisse faire? Il n'y a rien à faire, ai-je dit doucement. Ce qui s'est passé entre nous est fini. Je ne suis plus en colère contre toi, mais je ne suis pas disponible pour une seconde chance non plus. Est-ce que tu vois quelqu'un, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Quelqu'un qui valorise le genre de vie que nous construisons ensemble au lieu de la voir comme quelque chose à améliorer. À ce moment-là, j'ai entendu une portière de voiture claquer dans l'allée. Ma compagne rentrait de sa course matinale. J'ai besoin que tu partes maintenant, ai-je dit fermement. Et j'ai besoin que tu ne reviennes pas. Ce que nous avions est terminé, et c'est terminé depuis 5 ans. Tu dois accepter ça et trouver un moyen d'avancer dans ta vie. Elle a hoché la tête à travers ses larmes, comprenant que c'était vraiment la fin. J'espère que tu pourras me pardonner un jour, a-t-elle dit en commençant à marcher vers sa voiture de location. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, ma compagne a remonté l'allée en trottinant. C'était qui, a-t-elle demandé, respirant fort après sa course. Personne d'important, ai-je dit, et j'ai réalisé en le disant que c'était complètement vrai. La femme qui avait autrefois été le centre de mon monde était devenue exactement ce qu'elle m'avait toujours considéré, non pertinente pour la vie qui comptait vraiment. La différence était que j'avais construit une vie qui comptait réellement, et elle cherchait encore quelqu'un d'autre pour en construire une pour elle. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusque-là, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attends dans la prochaine histoire. À bientôt.